Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Congolais à Libanda, paix à Kinshasa, vous qui aimez le Congo partout que vous êtes, le Congo n'est pas seulement un pays qui appartient à l'ex-président de la République Joseph Kabila, mais encore Félix Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République. C'est notre nation à tous. Ce qui concerne le Congo concerne tout le Congolais. Ainsi, nous sommes encore heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous quelqu'un qui est au ministère de la Jeunesse. Certainement, vous allez le découvrir d'une minute à l'autre. Avec lui, nous allons parler des dossiers certainement que vous connaissez, qui font le bruit sur la toile à travers le média. Nous voyons ça et là des arrestations par-ci, par-là, les retombées des programmes des 100 jours des chefs de l'État. Nous voyons la coalition FCC cash. D'aucuns disent que l'FCC il doit y avoir un divorce et une séparation entre les FCC et les cash, mais aussi entre l'UDPS et l'UNC. Tout ça, ce sont des questions que nous allons débattre avec l'invité. L'invité va nous donner son point de vue. Nous avons aussi entendu parler de la prochaine nomination des officiers des FRDC. C'est aussi l'une des questions qui sera traitée dans cette émission. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez connectés et suivez-nous. Nous disons merci à la grande équipe qui est derrière cette émission. To World Dreams, nous vous disons un grand merci. Et aux caméramans, Koutisinda aussi, nous vous disons un grand merci. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à l'invité du jour. Bonjour, M. Jimmy Perrouzé. Bonjour, bonjour Emmanuel. Bonjour aussi à nos aimables téléspectateurs aussi. Voilà. Conseil, j'allais déjà vous présenter. Certaines personnes certainement ne vous connaissent pas. Un mot sur vous. Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici au ministère de la Jeunesse? Alors, je m'appelle Maître Jimmy Perrouzé. Je suis avocat de profession et je suis également membre de l'UNC, le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, et membre également du CACH, qui est la coalition présidentielle. Et je viens d'une très grande ville, la ville de Butembo, qui est une ville très dynamique, mais qui vit aujourd'hui dans une région trouble. Parce que vous savez, dans cette région-là, on parle beaucoup plus des massacres des ADF, qui est un mouvement terroriste qui tue depuis 2014 des gens. Et je suis fier de faire partie de la grande communauté de cette région qui est la communauté Nandé. Et effectivement, qui y a plus que jamais besoin de la solidarité nationale pour le retour de la paix dans cette région-là. Voilà comment je peux me présenter, à moins que vous ayez besoin d'autres éléments complémentaires. Je suis marié et père d'un enfant. Et je suis là à votre disposition. Merci beaucoup, conseiller Jimmy Perrouzé. Vous avez dit que vous êtes conseiller, vous êtes membre dans le cabinet politique du ministère de la Jeunesse, mais aussi vous êtes de la coalition présidentielle, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Mais nous suivons à travers les médias. Hier, c'était le divorce qui était voulu entre l'IDPS, entre les CACH et les FCC. Mais aujourd'hui, apparemment, les bas blessent entre l'UNC de Vital Kamerhe, votre cher parti, et l'UDPS, les partis de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous, étant membre de l'UNC, quel est votre point de vue par rapport à ceux qui disent qu'il doit y avoir divorce entre les FCC et l'UDPS? Alors, je note d'abord, premièrement, que je vais devoir intervenir, non pas comme conseiller, mais beaucoup plus comme membre de l'UNC. Sur cette question, parce qu'effectivement, je suis aussi acteur politique. Et c'est sur ce point-là que je voudrais noter que
Premièrement, il faut savoir que la coalition, d'abord, CACH, est née à partir, disons, à la suite des événements de Genève, et puis à partir d'un accord qui a été conclu au niveau de Nairobi entre les deux grands leaders, notamment, je cite le président Félix Tshisekedi, qui est aussi l'autorité morale de l'UDPS, et il y a aussi le président Vital Kamerhe, qui est le président national de mon parti, l'UNC. Alors aujourd'hui, en fait, vous voulez qu'on parle d'abord de la FCC Cash ou bien des Cash à l'intérieur? Nous souhaitons que nous parlions d'abord de l'UDPS et l'UNC, parce que vous faites partie de l'UNC. Oui, en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a cette difficulté au niveau des... En fait, il faut d'abord comprendre comment la coalition est née. Elle est née d'une volonté des deux leaders de ramener la paix à l'est du pays, disons d'abord de conjuguer les efforts pour conquérir les pouvoirs et puis utiliser ces pouvoirs non pas comme une fin en soi, mais comme une dynamique qui devrait les conduire à ramener la paix, rétablir les cadres économiques et puis relancer l'économie et les grands chantiers au niveau national. Et c'est ça qui a été leur volonté au niveau de Nairobi. Et ils sont venus de là, et grâce au travail qui a été fourni, et grâce au contexte national et international, ils sont arrivés au pouvoir. Et ils ont été à la base d'une alternance politique qui fait la fierté aujourd'hui. Alors, à mon avis, aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces guéguerres-là à l'intérieur, personne ne les prend avec beaucoup d'importance. Personne. Pourquoi on ne les prend pas avec beaucoup d'importance? Parce qu'effectivement, on sait que l'accord est venu de deux grands leaders qui, à leur niveau, montrent une complicité jamais vécue auparavant. Il s'agit donc d'une stratégie qu'on peut considérer comme une stratégie juste de positionnement individuel. Et au sein des partenaires, ça peut être chez nous, et ça peut être aussi au niveau de l'UDPS. Il y a des gens en fait qui pensent effectivement que leur ego personnel doit primer sur l'accord qui lie leurs partis. Parce qu'il faut aussi noter que même que ce soit à l'UDPS ou à l'INC, les gens qui invitent au sabotage de l'accord cash ne sont pas si nombreux. Et ils sont même divisés les uns d'avec les autres. Si vous allez à l'UDPS, vous verrez qu'il s'est tracé même deux courants différents au sujet de la coalition. Et donc, ça ne reflète pas une vision commune partagée. Il s'agit plutôt d'une sorte de dictat qu'on ressent à l'intérieur du parti, où les gens, un courant, veut imposer à l'ensemble du parti un chemin périlleux. Et est-ce que ça valait la peine qu'on en arrive à se parler de cette manière aujourd'hui? Ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine parce que, plus que jamais, la coalition doit apprendre à fêter ses réussites et à évaluer ses échecs ensemble. C'est Jimmy Perosi. Sans jamais dire que parce qu'on a réussi, ça doit être mis à l'actif de tel. Parce qu'ici, ça ne marche pas, il faut renvoyer ça à l'actif, au passif de tel autre. Donc, il faudra que nous soyons en mesure d'assumer le fait que si nous réussissons sur tel domaine, parce que nous sommes en train de réussir, par exemple, sur la question de la gratuité de l'enseignement, il ne faut pas qu'on oublie que tout le monde y met du sien. Il ne faut pas aussi qu'on dise parce qu'il y a des couacs au sujet des sautes-moutons, qu'on essaie de renvoyer ça uniquement parce qu'il y a couac, qu'on renvoie ça vers un seul leader de la coalition. Donc c'est simplement un jeu qui ressemble un peu à de la mauvaise foi de la part de certains partenaires qui tentent uniquement à utiliser ce qui
n'a pas encore échoué d'ailleurs, parce que le fait qu'on soit allé à la justice, le fait que le président ait pu réévaluer à 2 fois des reprises la question des sautes-motos, ça signifie que la situation reste toujours sous contrôle, quitte à régler les détails qui peuvent être surmontés et à évoluer. Donc aujourd'hui, on n'a pas raison de se tirer dessus ou de se tirer vers le bas, quoi. Permettez que je vous arrache la parole. Vous avez appelé ça des dictats. Vous dites que c'est de la volonté de quelques individus qui veulent mettre de quoi qu'au sein de la coalition. Cependant, nous avons vu le secrétaire général de l'UDPS se prononcer à cette question. Nous avons vu voir Jean-Marc Kaboundou, nous pouvons les citer ici, le président intérim de l'UDPS, tenir un discours allant dans le sens de voir un divorce entre l'UNC de Vital Kamerhe et l'UDPS de Félix Tshisekedi, mais vous appelez ça des dictats. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, l'UDPS peut avoir raison dans ce sens que les programmes, comme vous venez de l'évoquer, des sautes-moutons et de tout ce qu'il y a eu, c'était Vital Kamerhe qui gérait les affaires, vu que le gouvernement n'était pas encore sorti, et toutes ces charges qui pèsent sur lui. Ne voyez-vous pas que l'UDPS a raison de réclamer ce divorce? Bon, d'abord par rapport au secrétaire général de l'UDPS ou au président ad intérim de l'UDPS, je ne crois pas effectivement que on puisse prendre leur position récente comme étant une position claire du parti, de l'UDPS. Parce que l'UDPS a une autorité morale. Et cette autorité morale, c'est elle la garantie ultime de la position de l'UDPS. Je ne vois pas au-dessus du président Félix qui peut dire qu'il est leader dans l'UDPS. Et je vous dis, aujourd'hui, tous ceux qui font l'intérim à l'UDPS, ce n'est pas exclu que Félix, s'il le voulait, il peut toujours le remplacer par d'autres intérimaires. Ce n'est pas aussi exclu. Et donc, on ne doit pas prendre leur position individualiste comme étant la position globale au sein de l'UDPS, sachant effectivement que l'UDPS est quand même un des vieux partis qui a élu son président qui n'a pas encore été remplacé jusque-là, et on connaît l'influence de son président qui a actuellement son autorité morale sur l'ensemble de ses membres. Donc, sur ce point-là, je ne voudrais pas vraiment beaucoup m'appesantir, encore qu'aujourd'hui, on est dans la désescalade. Si nous devons aussi nous armer de la même capacité de réactivité, ça n'aurait pas été une bonne chose. Donc, aujourd'hui, c'est la désescalade. Nous n'allons pas nous attaquer vertement contre l'UDPS, mais effectivement, nous rappelons qu'il faudra que de part et d'autre, l'effort du sacrifice consenti ensemble soit toujours pris en considération dans les vues que nous développons. Parce que si nous oublions d'où nous venons, si nous oublions par quel chemin nous sommes arrivés ensemble, solidairement, à construire la grande coalition présidentielle aujourd'hui, alors nous, si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où l'on va, on n'arrivera jamais à destination. Donc moi, j'interpelle tous les leaders, que ce soit de notre parti, l'INC et ceux de l'UDPS, de reprendre conscience d'où nous venons et de tirer les meilleures conséquences pour savoir quel comportement nous allons beaucoup plus adopter pour arriver là où nous voulons aller ensemble. Alors, revenons à ce qu'on veut considérer comme les prétextes. Vous savez, à un moment donné, certains ont voulu considérer l'évaluation sur les 100 jours comme étant le prétexte du divorce. C'était un prétexte, ça n'a jamais été du sérieux. Pourquoi? Parce que lorsque on vous parle de la question des sautes-moutons, lorsque vous parle de la question, je ne sais pas, de la gestion des 100 jours, mais pourquoi on en parle seulement aujourd'hui? Moi, je me pose quand même la question de savoir, est-ce que cela signifie que depuis que le gouvernement est là, ça fait maintenant, on est en train d'aller au 6e mois,
Cela signifie que le gouvernement n'a plus rien posé comme acte pendant les 6 mois qu'il a été là. Pourquoi on veut évaluer uniquement la question surtout des sautes-moutons? On ne veut l'évaluer que sur la période qui date avant la mise en place du gouvernement. Mais permettez, M. Pérosi, permettez que nous puissions mettre qui nous pose à cette question. Il est évident que la question des sautes-moutons fait partie des questions primordiales. La vie de la population congolaise, surtout quinoise, en dépend. Je pense que vous prenez les rues de Kinshasa, vous voyez comment les embouteillages sont ça et là. Il n'y a pas moyen de nous déplacer. Je crois que vous en souffrez aussi. Mais également, après la sortie du gouvernement et les charges qui ont été attribuées au gouvernement de la République, je pense qu'il est aussi important de voir qu'est-ce que l'avant-gouvernement a fait et qu'est-ce que le gouvernement a fait pour voir où en sommes-nous avec les dossiers, justement. Je pense que ceux-là qui veulent en savoir plus ont tout à fait raison. Non, je suis d'accord avec vous sur le retard que prend la question des sautes-moutons sur l'impact même de la vie au niveau de la vie de Kinshasa précisément, parce que ce qui est vrai, là où on payait 500 francs, aujourd'hui on paye le double. Et cela a un impact sur les paniers de la ménagère, ça a aussi un impact même sur les prix des biens. Oui, des biens, et parce qu'effectivement, quand les prix du transport augmentent, automatiquement aussi les prix des biens est évalué à la hausse. Je suis donc d'accord sur le fait que la question des sautes-moutons est devenue une question embarrassante aujourd'hui. Mais j'ai voulu insister sur le fait que dans les débats d'aujourd'hui, personne n'ose citer le gouvernement qui est là depuis 6 mois. Donc on ne veut même pas faire l'évaluation de ce qu'a fait le gouvernement qui est là. On voudrait simplement faire l'évaluation du moment où les sautes-moutons ont été lancés. C'est ça la mauvaise foi en fait. Moi je pense qu'il y a une question de continuité. S'il y a de l'évaluation à faire, faisons l'évaluation de façon globale. Ne localisons pas la question de façon partielle. Parce que sinon, à un moment donné, vous pensez que la population risquerait de croire que la question, les millions dont on parle, le tout avait été donné bien avant. Mais c'est ce qui se dit dans l'opinion. Oui, la question des sautes-moutons, les programmes de 100 jours, a été géré par la présidence de la République et non par le gouvernement. Non, moi je vais vous rappeler que lors de ce discours devant le Parlement, le Premier ministre avait annoncé qu'il prenait à son compte la continuité des travaux de 100 jours. Parce que tout ce qui n'a pas été terminé à l'époque des 100 jours, on ne pouvait pas les laisser en l'air. C'est comme ça que le Premier ministre a dit qu'il allait poursuivre les travaux qui étaient restés en suspens dans le cadre des 100 jours. Et lorsqu'on fait une évaluation sur cette question-là, faisons-la comme une question gouvernementale. Ne localisons pas, ne détournons pas l'attention du public vers simplement la question de la présidence. Encore qu'on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment résumer ça sur la présidence, alors que ce sont les agences gouvernementales qui ont travaillé, comme l'OVD, comme l'Office des routes et comme l'ensemble des autres structures gouvernementales, les ministères des travaux publics, les ministères, je ne sais pas, des finances ou les autres ministères. C'était toujours le gouvernement qui a travaillé. Bien sûr, l'impulsion est venue et a été lancée par la présidence, d'autant plus qu'à cette époque-là, le gouvernement était démissionnaire, d'autant plus qu'il y avait déjà un président élu. Le Premier ministre a expédié les affaires courantes en attendant l'arrivée du nouveau gouvernement. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'on oublie que même si le Premier ministre expédiait les affaires courantes, il posait aussi des actes. Tout n'était pas fait. L'impulsion est venue de la présidence, mais la gestion quotidienne relève toujours des institutions. Alors, il y a derrière plutôt ces débats des sautes-moutons. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces débats, il y a une sorte de volonté de trouver des prétextes pour salir
la personne du directeur des cabinets du président de la République. Et ceux qui le font, en fait, pensent qu'en s'attaquant au directeur, ce sera une histoire de chaises musicales. Ôte-toi que je m'y mette. Le président va nommer quelqu'un d'autre qui viendra de l'UDPS ou de notre courant. Mais ils oublient une chose. Vous vous attaquez contre les directeurs des cabinets indirectement. Vous voulez vous apprendre au président de la République. Parce que, autrement, ça peut signifier quoi? On veut dire quoi à l'opinion? Sans le savoir, ils veulent dire à l'opinion que, écoutez, le président de la République, lui, il n'est pas suffisamment conscient, ça va? Et ce sont les autres qui font le travail à sa place. Et vous pensez que c'est une bonne image qu'on lance dans l'opinion en disant des choses comme ça? Donc, s'apprendre au directeur des cabinets, c'est comme si vous êtes en train de vous apprendre en réalité au président de la République. Et ce n'est pas une bonne stratégie. La meilleure stratégie, à mon avis, pour nous, à l'intérieur du CACH, pour nos amis de l'UDPS, c'est d'assumer ce qui ne marche pas, faire l'évaluation et proposer à ce que les choses aillent de l'avant et dans les meilleures conditions, mais en même temps, fêter ensemble ce qui a marché et côte à côte. Ce qui est en train de marcher aujourd'hui, c'est notamment la question de la gratuité. Pourquoi, en fait, on ne vient pas fêter avec nous la réussite en cours de la gratuité? Parce que tout ça a été commencé sous l'impulsion du président de la République. Mais là encore, il y a des questions à se poser. La gratuité de l'enseignement, je crois que nous allons y revenir. Oui, il y a des questions à se poser, mais il y a déjà aussi des réponses données. Mais je ne dis pas que tout est déjà à 100% parfait. Il y a des choses à faire, il y a d'autres démarches, il y a des réclamations liées à l'augmentation salariale à faire. Il y a aussi des nouvelles unités qui doivent être prises en considération. Mais au moins, il faut noter quand même qu'il y a une certaine évolution. L'évolution, entre autres, il faut la situer au niveau des 97 000 non payés qui ont été pris à charge à partir du mois de janvier. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, parce que certains ont fait croire que c'est simplement les 97 000 sont ici à Kinshasa. Non, moi je connais dans ma ville des gens, plusieurs personnes qui étaient sur la liste d'attente, qui sont actuellement payés. Là, c'est dans le Nord Kivu, là, c'est en ville de Butembo, où on a des gens qui sont pris à compte. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir au fur et à mesure. Je ne crois pas que les parents congolais, bénéficiaires de cette gratuité, ils pensaient que le tout allait être bon au premier jour. Non, les parents savent que c'est un processus, mais moi, j'ai loué l'initiative du président par rapport à la gratuité uniquement parce qu'il fallait effectivement que quelqu'un dise que les parents ne doivent plus continuer à payer. Même si ça peut connaître des difficultés ou des écueils de départ, il faut absolument partir de quelque part. Et il a pris ça en main. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on peut quand même se dire c'est déjà mieux qu'hier par rapport à la gratuité de l'enseignement à l'école primaire. Avant de continuer avec la question de la gratuité de l'enseignement, je crois qu'on va y revenir en force et détails. Mais ne pensez-vous pas que c'est un simple moyen de laver votre président national en disant que c'était ceux qui parlent du programme de 100 jours avant la sortie du gouvernement et ne voient pas les volets l'après-gouvernement? Ne pensez-vous pas que c'est une manière de laver Vital Kamerhe et chercher à ce qu'il continue à occuper sa place comme directeur du cabinet du chef de l'État? Oui, vous savez que même avant les 100 jours, les gens toujours parlaient du poste de directeur du cabinet. Et donc, on essaie chaque jour d'ajouter un nouveau prétexte, de l'inventer, et jusqu'à ce qu'effectivement on en arrive aux 100 jours, et ce qui est curieux, on veut le faire comme seul responsable des 100 jours. Donc, c'est en fait une façon un peu maladroite de faire la politique, qui consiste uniquement à vouloir que chaque jour soit la fête. Dans la politique,
il y a des moments où, surtout quand on est un parti au pouvoir, nous qui sommes maintenant au pouvoir, nous devons prendre conscience qu'il y a des moments où des actions posées ne donnent pas l'effet escompté. Et il ne faut pas les fuir, il faut regarder les choses en face et non pas avoir la tendance de fuir lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et c'est ça, c'est l'appel que je lance à nos amis de l'IDPS. Nous sommes un parti, une coalition au pouvoir. Et notre rôle, ce n'est pas de chaque fois fuir quand les choses ne marchent pas. Assumons notre rôle quand ça marche et assumons le rôle d'évaluateur et de recadrage quand ça ne marche pas. Et non pas avoir la tendance de vouloir jeter sur la figure des grands leaders de notre coalition tout ce qui ne marche pas et puis faire croire que l'opposition nous croira lorsque nous dirons que c'est à cause simplement de celui-là qu'il y a eu échec. Bien au contraire, nous avons encore tout le temps nécessaire pour pouvoir revenir à la charge, transformer les choses, donner de nouvelles orientations, fixer l'opinion, orienter davantage les actions, recadrer les choses. Nous en avons encore le temps. Nous sommes à la 2e année. C'est déjà une année qui ressemble à une année d'évaluation. Et évaluons et rectifions les tirs. Et j'ai comme l'impression que le président de la République, lui, il est allé dans le sens du recadrage des tirs. Parce qu'il a renvoyé, il a activé la justice pour qu'elle règle un certain nombre de choses qui ne cadrent pas avec la loi par rapport à ceux qui se sont compromis. Et il a voulu aussi, il a donné aussi le temps pour que les partenaires impliqués dans la réalisation des travaux puissent aller jusqu'au bout de ces travaux-là. C'est comme ça qu'on agit en politique. La politique, on ne doit pas être des fouillards ou des constructeurs de prétextes. Non, on doit assumer notre rôle. Et quand ça marche et ne pas fuir lorsque ça ne marche pas. C'est toujours nous, cash, qui seront, disons, appréciés par l'opinion. Et il faut vraiment que nous soyons beaucoup plus responsables qu'on l'a été hier, à mon avis. S'il faut mettre fin à cette question de la coalition UDPS-UNC avec tout ce que vous venez d'évoquer comme tout ce que nous venons d'évoquer comme problème, Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État, est passé sur les antennes de Top Congo. Nous pouvons nous rappeler. Il nous a dit que le saute-mouton allait être inauguré le 30 janvier. Nous avons vu le 30 janvier passer sans aucun signe du chef de l'État. Mais aussi pourquoi c'est seulement la Kamerhe qui sort dans l'opinion, c'est pourquoi Kamerhe a volé ceci, pourquoi Kamerhe a fait cela. Dans la présidence de la République, y a-t-il pas d'autres personnes qui peuvent être envisagées et seulement Vital Kamerhe? Voilà, donc heureusement que vous avez posé la bonne question. Pourquoi c'est Kamerhe qui doit être uniquement porteur de ce qui ne marche pas? Et jamais on ne lui dit merci lorsque ça marche. Moi, je dis même, je préviens même ceux qui les critiquent, même au sujet de saute-mouton. Demain, j'ai suivi l'ambassadeur chinois annoncé que d'ici fin mars, au moins les travaux supervisés par les entreprises chinoises vont être inaugurés. Ça va? Je voudrais effectivement que ce jour-là, on aille chez lui, que ceux qui ont multiplier ces attaques, puisse aller chez lui pour lui dire merci. J'attends aussi les voir ces jours-là. Parce qu'il ne faudra pas qu'on ne voit le directeur des cabinets que lorsque ça ne marche pas. Il faudra qu'on commence aussi à les voir lorsque ça marche. Mais non, là, on ira voir les gouvernements. Vous avez voulu que les gouvernements soient aussi impliqués dans cette affaire. On ira voir le Premier ministre qui gère maintenant pour lui dire merci. Ah oui, je serais alors heureux aussi qu'on reconnaisse ces jours-là que non, c'était à tort qu'on accusait aussi VK. Parce qu'en fait, pourquoi va-t-on voir le gouvernement alors que celui qui est accusé directement, c'est quelqu'un d'autre? Donc, à mon avis, je suis d'avis avec vous que maintenant cette question-là doit être délocalisée vers le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit donner des réponses à cette question-là. J'ai vu même un député quelque part malicieux
je respecte effectivement le travail des élus, mais qui a voulu en fait adresser une question écrite à la présidence de la République. Non, à M. Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État. Le directeur du cabinet du président de la République, c'est le gardien de la présidence. Et vous savez effectivement que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Il est irresponsable devant le Parlement. Et il ne peut répondre, d'ailleurs ces interventions ne font l'objet d'aucun débat. Lorsque vous voulez avoir une réponse, disons, la loi, en fait, la Constitution a limité le rôle de l'Assemblée nationale au contrôle du gouvernement et des services qui dépendent du gouvernement. La Constitution n'a pas prévu, n'a pas donné, accordé à l'Assemblée nationale le pouvoir de contrôler, disons, la présidence de la République. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que toutes les réponses dont il a besoin, il sait auprès de qui il peut les avoir. Mais uniquement parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la recherche du végétariat, uniquement par envie des spectacles, parfois on est obligé d'aller au-delà, juste parce qu'on a toujours, aujourd'hui, l'idée toujours, c'est trouver VK. Je l'ai suivi et j'étais intéressé par sa réponse parce qu'il a dit, bon, écoutez, tant qu'on parle de moi, je ne me sens pas gêné, je suis un acteur politique, je sais qu'à mon niveau de responsabilité, il y aura toujours les gens qui parleront de moi et s'ils veulent m'offrir les boulevards de la publicité quotidienne, je serais heureux que cela, qu'il continue à le faire, quoi. Donc moi je pense effectivement que c'est là les grands défis. C'est-à-dire le directeur du cabinet du président de la République fait l'objet de beaucoup de chantages, mais cela, en fait, pour nous, au niveau de l'UNC, nous pensons effectivement que les gens sont en train de nous aider. Lors des échéances qui vont venir, lorsque la population constatera d'elle-même qu'il est blanc comme neige, parce que c'est le cas, lorsque la population constatera d'elle-même qu'on est en train de s'apprendre à lui, parce que simplement, parfois, on a peur de lui, à un certain niveau inférieur de responsabilité, la population elle-même comprendra que non, il a été uniquement victime des cabales. Et vous savez, effectivement, en RDC, le peuple congolais n'aime pas des injustices. Le peuple congolais n'aime pas qu'on accuse des innocents. Il se chargera de renverser toute cette tendance à un moment d'espoir. Et donc, nous n'avons pas peur au niveau du parti, de l'ensemble de ces cabales. Nous pensons effectivement que ceux qui pensent qu'elles vont nuire à nous, comprendront effectivement qu'elle se retournera contre eux. Merci beaucoup, M. Jimmy Perosi. Vous intervenez ici comme membre de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à l'honorable Dr Vital Kamerhe. Pour chuter à cette question, que pensez-vous de la coalition, d'abord UNC, UDPS aujourd'hui, et plus loin de la coalition FCC-CACH, pensez-vous qu'il y a encore les chances de continuer avec tout ce qu'il y a comme bruit dans l'opinion? D'ailleurs, on continue. Voilà, la réponse que je peux donner, c'est que la vérité, c'est qu'on continue. Et la vérité aussi, c'est qu'il n'y a rien qui dit que demain, on va arrêter. Nous sommes là jusqu'en 2023 ensemble et nous serons là au-delà de 2023 ensemble. Peu importe effectivement les vents qui soufflent de part et d'autre, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et les deux personnalités qui ont mis en place cette coalition demeurent unies plus que jamais. Et donc, il n'y a aucune inquiétude, à mon avis, à se faire par rapport à l'avenir de la coalition CACH. La coalition CACH est encore là. La coalition CACH reste encore là. La coalition CACH est encore là. La coalition CACH reste encore là. Mais la coalition FCC-CACH, pensez-vous, aujourd'hui nous voyons, si vous ne le savez pas, je vous tiens informé, que les FCC se désengagent des actions négatives qui sont posées par le gouvernement, à l'occurrence la question des sautes moutons et des 100 jours.
des ministres issus de l'FCC, nous parlons avec certaines personnes dans le couloir, ils disent ne pas être engagés. Aujourd'hui, à la fin de la coalition, les bons côtés seront attribués à qui et les négatifs seront attribués à qui après la coalition FCC-CACH en 2023? Alors, les FCC se désengagent pour les mauvaises actions et ils s'engagent pour les bonnes actions. C'est ça? Non, le FCC dit tout ce qui s'est fait dans la présidence de la République, avec ou dans la présidence de la République, sous, bien sûr, le leadership de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet, l'affaire Soto-Mouton, même quand que nous parlions de la continuité avec le gouvernement et tout, le gouvernement continue les travaux, mais d'après certains cadres du FCC, l'argent a été déjà décaissé par la présidence de la République et du coup, il se désengage de tout ce qui est comme action posée dans la question des Soto-Mouton et le programme de 100 jours, parce qu'il continue justement. Oui, mais il veut se désengager de quoi finalement? Parce que même avant-hier, le président encore, disons, le gouvernement continue à débourser des moyens. Alors, il se désengage de la présidence ou du gouvernement, je ne sais pas en fait. Vous savez, en fait, communiquer, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Parce que parfois, on peut penser qu'on a fui. En fait, lorsque vous mettez les pieds dans la rivière, vous pouvez penser que vous avez fui en vous orientant davantage vers les grandes eaux. C'est comme ça, en fait, que moi, je vois les réflexions de ces genres. Vous êtes dans la coalition qui gère les pays. Et la question, surtout des sautes-moutons, ce n'est pas une question de la présidence. Vous savez, en fait, les gens essaient de critiquer la question des sautes-moutons, essaient de la fuir, parce qu'effectivement, ce qui est vrai, il faut comprendre que ça crée une situation... Ça vient de prendre beaucoup plus de temps. Moi, je pense qu'il fallait que le gouvernement explique aussi les contextes qui a justifié que ça prenne beaucoup plus de temps. Il n'y a pas que des raisons de gestion. Il y a aussi les problèmes de financement. Parce qu'on est à une année et depuis le lancement de ces travaux et personne ne vous a dit que les 100% des moyens avaient été libérés. Personne ne vous a dit. C'est vrai, on demande aussi qu'on donne l'explication sur les 50% donnés. Ce qui signifie qu'il y a aussi des problèmes de moyens. Parce qu'il y a même ceux qui avaient déjà préfinancé plus que ce que le gouvernement avait déjà donné. Ça, c'est aussi des évidences. Donc, moi, j'ai l'impression effectivement que c'est une fuite en avant. Lorsque le FCC le dit, c'est presque une fuite en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suppose que les sautes-moutons ne finiront jamais. Mais j'attends toujours ces amis-là qui veulent que notre président VK soit le seul responsable de ça. Je les attends venir lui dire merci lorsque les sautes-moutons vont finir. Parce qu'effectivement, vous voulez qu'il soit le responsable du retard des sautes-moutons. Alors, lorsque les sautes-moutons auront été terminés, acceptez aussi qu'il soit alors l'image marquante de ces chantiers qui est aussi un chef-d'œuvre. Lorsque ce sera terminé, beaucoup le savent effectivement que ce sera aussi une action dont on ne pourra plus se passer. Kinshasa va avoir un autre visage. Ceux qui auront passé par nos routes depuis 2 ans, ils vont quelque part se retrouver dans des endroits où ils ne reconnaîtront plus s'ils sont toujours dans la ville de Kinshasa. Je m'excuse un peu. Donc, en fait, pour ce qui est du FCC, bon, je dois tout simplement dire qu'ils doivent simplement prendre les mains à la patience. Nous assumons ce qui marche et nous nous en félicitons. Nous assumons aussi ce qui pose des couacs, sans fuir en nous regardant toujours droit dans les yeux et en évaluant aussi et en recadrant. Parce qu'effectivement, nous avons encore le temps. On ne peut pas tout terminer d'un coup.
Donc pour nous, nous pensons effectivement que ça ne sert à rien de débattre des gens qui veulent fuir leurs responsabilités, parce qu'aujourd'hui, ceux qui gèrent les finances, c'est qui? C'est les ministères, les ministres FCC. Et comment peut-il dire qu'il n'y a pas eu de demandes de fonds qui ont été versés, qui ont été présentés à son ministère? Peut-être que même certains retards dépendent en quelque sorte de. Il y a eu même à un moment donné des accusations. Je me demande pourquoi on se retourne aujourd'hui contre la présidence, mais il y a eu à un moment donné même des accusations qui allaient dans le sens d'inviter en fait, il y avait des accusations, disons, qui mettaient à cause les ministères des Finances sur le fait qu'ils ne décaissaient pas l'argent sur un certain nombre de chantiers qui étaient réclamés. Bon, c'est vrai, on sait aussi que la situation avec les FMI a justifié aussi certains autres retards, mais on sait aussi qu'il y a eu un certain nombre de blocages. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi tout doit être expliqué uniquement par les directeurs des cabinets? Donc voilà pourquoi, à mon avis, c'était faux débat et il faut passer à autre chose. Monsieur Jimmy Perouse, nous tendons vers la fin de cette émission, de ce numéro d'aujourd'hui. Vous habitez Kinshasa. Je me demande si vous vivez aussi les réalités que les Kinois vivent aujourd'hui. Les dollars hier étaient à 90, 90. Nous sommes allés quand même un peu plus loin. Aujourd'hui, $1, c'est à 170 francs congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous aujourd'hui que Félix Tshisekedi, c'est un an de son mandat, a-t-il échoué ou carrément, il a, comme vous le dites, il y a eu la gratuité de l'enseignement et consorts, mais avoir la vie de la population congolaise, les paniers de la ménagère aujourd'hui, nous posons des questions. Que pouvez-vous dire pour chuter par rapport à ces problèmes de hausse de dollars, mais aussi des prix sur les marchés congolais? Oui, il s'agit d'une question très... Comment dire? C'est aussi une question très sensible, en fait, parce que ça touche le quotidien de la population pour laquelle chaque pouvoir dit travailler. Et nous, plus que jamais, comme membres des CACH, nous pensons effectivement que c'est une question qui appelle en urgence que l'Assemblée des ministres, ici, de tous les partis qui forment la coalition aujourd'hui, puissent agir le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que la question du taux des dollars touche directement les paniers de la ménagère. Et comme vous avez dit, quand les taux augmentent, même surtout quand vous voyez les taximens ou les motocyclistes et les autres, leur prix en fait n'a pas augmenté. Et ça affecte aussi leur quotidien. Et ça met en difficulté tous les foyers, et surtout pour la classe moyenne qui semble même inexistante ici, on se retrouve en fait dans une extrême pauvreté directement. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a même des margoulins qui en profitent. Vous avez vu, je vais vous dire que aussi c'est aussi un problème aussi de contrôle que nous avons raté, surtout au niveau du ministère de l'économie. Vous avez vu des gens qui ont triplé les prix. Juste, alors que si c'était simplement la question du taux, les prix n'allaient pas tripler, parce que le taux n'a pas doublé. Il y a eu une hausse à une proportion inférieure à 10% ou peut-être 15%. Mais comment le prix de certains biens a pu être doublé ou triplé? C'était aussi de la mauvaise foi. En quelque sorte, on vous a même expliqué certaines lettres venant de certains ministères qui ont affolé aussi les marchés, en quelque sorte. Donc il y a eu tout un concours de circonstances qui a justifié l'avènement de cette histoire-là. Vous avez vu, le président de la République, lorsqu'il était à Londres, il a dû tonner pour rappeler tout le monde à sa responsabilité. Il a demandé au ministre
que tout ministre qui va tenter de saboter son action, il va se charger en fait de les remettre à l'ordre ou disons, il va utiliser en fait les bics rouges pour essayer de les sanctionner. Donc c'est pour dire que oui, il y a eu une certaine augmentation, elle est justifiée par des raisons sûrement d'ordre économique. Et on a cité par exemple un certain nombre de raisons aussi liées aux charges que le gouvernement s'est engagé de prendre. C'est aussi un sacrifice que nous devons accepter d'avoir consenti, et notamment la question de la gratuité. Il semble qu'elle a eu un impact sérieux sur l'économie. Et il y a eu aussi ces raisons-là liées à certains dérapages au niveau ministériel. Oui, donc il y a eu des problèmes, mais aujourd'hui la question a été reprise en main. J'ai comme l'impression, en tout cas à mon avis, depuis le mois mi-janvier, le taux a pu commencer à se stabiliser par rapport effectivement à la surenchère du mois de décembre. Et donc on peut espérer que les choses vont aller de mieux en mieux. Je ne suis pas vraiment un spécialiste en économie. Tout ce que je peux quand même retenir, c'est qu'il y a une ferme volonté d'aller de l'avant. Et sachez aussi qu'on est dans un programme avec les FMI. Beaucoup de gens ne veulent pas aussi associer tous ces paramètres ensemble. Aujourd'hui, en fait, le gouvernement a pu ralentir les dépenses. Or, les premiers acheteurs de biens et services sur les marchés, c'est aussi le gouvernement. Lorsque, par exemple, on vous dit, on vous informe qu'il y a eu plusieurs mois où le gouvernement n'a pas pu payer les frais de fonctionnement. J'ai suivi effectivement les gens le dire, et c'est connu en fait de tous. Cela signifie effectivement que quelque chose sur les marchés n'a pas été acheté. Parce que quand même, quand on parle du gouvernement, c'est l'ensemble des ministères. C'est aussi autant de services qui n'ont pas pu acheter parce qu'effectivement, les frais de fonctionnement n'ont pas pu être versés. Et ça trouble toujours, en quelque sorte, les circuits économiques. C'est pour cela, effectivement, que les facteurs sont vraiment nombreux. L'important aujourd'hui, c'est qu'on est dans un programme avec les FMI, et vous savez que parmi les priorités de pareils programmes, c'est surtout la stabilité du cadre macroéconomique et donc l'ensemble des questions liées au taux de dollar, ainsi de suite. Moi, je suis confiant que c'est juste une surenchère des circonstances, c'est un incident de parcours qui ne va pas certainement durer. Merci beaucoup, Maître Jimmy Perosi. Nous sommes à la fin de cette émission. Je crois certainement les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent vont rester avec des questions. L'émission, nous ne pouvons pas aborder toutes les questions que nous nous sommes dit d'aborder, mais je crois que nous reviendrons une autre fois pour continuer avec les questions qui n'ont pas été traitées. Et votre mot de la fin par rapport à ce numéro d'aujourd'hui? Alors, je vous remercie déjà pour cette interview. Et je suis fier de parler aux Quinoises et Quinois. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre population a besoin de refaire la confiance à ces institutions. Il est vrai que la première année a eu des moments de joie, mais la deuxième année commence par une certaine évaluation, et c'est une bonne chose. Toutes ces critiques qu'on fait parfois, qu'on ne veut pas, pour certains qui ne veulent pas les assumer, pour d'autres qui veulent effectivement trouver des boucs émissaires, je considère effectivement tout ça comme étant un moment d'évaluation. Donc cela signifie que maintenant, là, nous sommes en train nous-mêmes de nous évaluer. Et nous avons encore beaucoup de temps de sauver la situation. Nous avons encore beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et on a un programme avec notre gouvernement a un programme avec les FMI qui va bientôt être injecté dans notre circuit à partir de cette année. J'ai suivi qu'il y a General Motors qui va revenir et relancer ses activités. Il va investir plus d'1 milliard de dollars aussi dans notre économie.
je pense que il y a plus de peur que de mal par rapport au dessein de l'avenir que nous voulons nous faire. Et je pense qu'effectivement notre population doit être invitée encore à la patience. Nous ne sommes pas encore... Tout n'est pas encore perdu. Il y a encore des choses qui peuvent être récupérées. Et j'ai suivi les processus judiciaires qui ont été mis en place. J'ai suivi les différentes options qui ont été retenues. Je pense effectivement que tout ça montre qu'il y a encore de l'espoir, que les choses peuvent être récupérées et que d'ailleurs les choses vont aller mieux cette année et même pour les années qui vont suivre. Certainement, les gens auront déjà connu le temps et beaucoup plus de gens qui auraient voulu jouer avec l'argent du trésor vont avoir plus de retenues et la gestion va davantage être plus transparente qu'on l'a cru. Donc l'espoir est permis pour demain. Je pense effectivement que c'est sur ce ton qu'il faut terminer cette émission. Merci beaucoup, fidèles internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui nous suivez, qui nous avez fait confiance. Le Congo, comme nous le disions, c'est notre nation à tous. Le Congo vous appartient, le Congo appartient à la diaspora congolaise, mais aussi à tout chacun, tous ces Congolais qui sont à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Jimmy Perosi, qui est avocat, mais aussi cadre de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à l'honorable Dr Vital Kamerhe. Les questions ont été les nôtres, les réponses, vous les avez suivies. Et nous vous demandons de nous écrire, de continuer à nous écrire, mais aussi à nous suivre, à vous abonner massivement dans votre chaîne Contremaître TV. Et vous aurez les actualités à chaque jour, à chaque minute, à chaque fois que vous aurez besoin de lui. Je crois qu'il sera là pour vous donner de plus en plus d'éclaircissements sur ce que fait le gouvernement, sur ce que fait l'UNC, son parti politique, mais aussi sur ce qu'il fait, lui, comme personne, comme membre du gouvernement, quoiqu'il n'a pas intervenu ici comme membre du gouvernement. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont été dans l'équipe pour que cette émission réussisse. Encore une fois de plus, merci à World Dreams. Merci beaucoup à Gouti Sinda ainsi qu'au Paparazzi qui ont été là pour que l'émission d'aujourd'hui réussisse. Nous vous disons merci et à la prochaine. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended